Mais il faut le dire, cette émission ne sera pas à la portée de tout le monde, puisque nous allons essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude. Il faut rappeler à nos enfants que le Rwanda ne nous a jamais de la vie annexé, même pas pour une minute, jamais de la vie. Mais nous avons annexé le Rwanda pendant plusieurs années, pas seulement le Rwanda, Burundi, Ouganda. C'était la 7e province de la RDC. Et ça, il faut rappeler ça à nos enfants. Oh, le Rwanda veut annexer Bunagana, tout ça. Nous l'avons fait. En fait, nous l'avons fait dans le temps. Nous n'avons pas fait que. On n'a pas seulement annexé Gisenyi. Nous n'avons pas annexé Kigali. On avait annexé le Rwanda. Et pas que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ceux qui connaissent l'histoire, connaissent l'histoire. Il faut rappeler encore que c'est lorsqu'on s'est rendu compte que ça ne servait absolument à rien, qu'ils ne nous apportaient pas grand-chose, qu'on s'est dit, bon, on va nous séparer d'eux, on va leur laisser la possibilité d'être des pays comme vous pouvez l'être. Mais nous avons des pays voisins pauvres. Des pays voisins qui sont techniquement pauvres et qui sont réellement pauvres, potentiellement pauvres. Alors ces gens n'ont absolument rien. Ils doivent avoir leur vie chez vous. Et donc ils vont mener des politiques pour vous mettre dans le chaos. Et n'attendez pas que ces gens-là disent oui, on est vraiment d'accord qu'ils soient pauvres. Ils ne le diront jamais. Ils feront même semblant de venir vous aider de temps en temps. Puisque ici, l'hypothèse, c'est quoi? Il faut vendre l'image que le Congo est un pays ingouvernable. Et que le Congo, son ingouvernabilité vient de sa grandeur. Son ingouvernabilité vient de ses richesses que le Congo n'arrive pas à exploiter et à contrôler. Tenez, ça existait déjà cette hypothèse. Le porteur de ce message était M. Sarkozy. Souvenez-vous, pour M. Sarkozy, le Congo est trop grand pour rien. Mobutu comprenait la question. Pendant 32 ans, les gens ont vécu pratiquement en paix. Oui, mais Mobutu n'avait pas résolu le problème. Mobutu avait tout simplement maintenu ou géré le problème, mais il ne l'avait pas résolu. C'est qui a arrêté la guerre au Japon. La guerre au Japon, c'est quoi? C'est notre uranium. Donc nous l'avons ici. Nous avons une force nucléaire que nous n'arrivons pas à enrichir. Puisqu'on va vous dire, on a beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'argent. Quel argent ça demande en dehors de ce que vous détournez matin, midi, soir? Non, le problème au Congo, c'est deux choses. C'est l'ordre et la discipline. Le jour où on aura l'ordre et la discipline, l'on va considérer les choses comme il faut. Mais il faut le dire, cette émission ne sera pas à la portée de tout le monde, puisque nous allons essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude. C'est vrai que nous sommes habitués à des mentalités prêtes à porter, à des réflexions déjà conçues, et voilà que ça fait 60 ans qu'on utilise les mêmes arguments, mais ça ne nous aide pas. Puisque entre la nostalgie et les accusations, vous y ajoutez un peu d'excuses, vous n'avez pas de solution. Vous tournez en rond et vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Messieurs et dames, nous avons le choix de revenir dans l'histoire, regarder comment c'était passé dans le temps, et puis après, on continue à pleurer, et puis après on n'a rien. Ou alors, on décide de tout casser, recommencer, et payer le prix pour ça. Parce que nous savons tous que Rwanda, Burundi et puis Ouganda, c'était des colonies allemandes. On le sait. Nous savons tous que l'histoire nous rappelle que la force nationale d'ici, ce qu'on appelait la force publique à l'époque, congolaise, c'était la main-d'œuvre congolaise, ce n'était pas les Belges, c'était la main-d'œuvre congolaise. C'est nous qui avons battu l'Allemagne pour récupérer l'histoire de ces trois pays-là. Le Rwanda, le Burundi et puis l'Ouganda. Il faut enseigner ça à nos enfants. Il faut rappeler à nos enfants que le Rwanda ne nous a jamais de la vie annexé, même pas pour une minute, jamais de la vie. Mais nous avons annexé le Rwanda pendant plusieurs années, pas seulement le Rwanda, Burundi, Ouganda. C'était la 7e province de la RDC. Et ça, il faut rappeler ça à nos enfants. Puisqu'on dirait la question de l'annexion dérange plusieurs personnes. Non, la question de l'annexion, nous on l'a. Oh non, le Rwanda veut annexer Minembwe, ce qui est totalement impossible. Oh, le Rwanda veut annexer Bunagana, tout ça. Nous l'avons fait. En fait, nous l'avons fait dans le temps. Nous n'avons pas fait que. On n'a pas seulement annexé Gisenyi. Nous n'avons pas annexé Kigali. On avait annexé le Rwanda. Et pas que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ceux qui connaissent l'histoire, connaissent l'histoire.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons laissé la place publique à des charlatans, à des gens qui ne connaissent absolument rien, à des plaintifs, à des peureux, à des pleurnicheurs, et ils nous ont donné l'impression qu'on est faible, qu'on est vraiment inutile, alors que notre histoire, elle est plus élogieuse. Il faut rappeler encore que c'est lorsqu'on s'est rendu compte que ça ne servait absolument à rien, qu'ils ne nous apportaient pas grand-chose, qu'on s'est dit, bon, on va nous séparer d'eux, on va leur laisser la possibilité d'être des pays comme ils pouvaient l'être. Mais les premières vagues ont commencé avant 1960, cette vague de la cohabitation, parce que dans l'administration belge, pour eux, il n'y avait pas de problème entre le Rwanda et les Congos, c'était le même peuple de toutes les façons. Il y avait évidemment une concentration au Rwanda où on trouvait beaucoup plus de personnes et peu d'espace, et ils ont commencé maladroitement, les Belges bien sûr, à faire la première déportation. Alors quand moi je parle aujourd'hui de la déportation, les gens disent mais Bossembe, tu amènes ça où? Mais non, mais écoutez, le Belge l'ont fait. Et pas que le Belge ici. Plusieurs pays du monde ont connu ça. Quand on se rend compte que dans un coin, il y a une concentration de personnes et que dans d'autres coins, il n'y a pas de personnes, on fait ce qu'on appelle la déportation. Quand on se rend compte que deux peuples ne s'entendent pas pendant très longtemps et qu'on a essayé de tout faire pour que ça ne marche pas, on enlève un peuple de là-bas, on le déplace. On le déporte de là où il se trouve, on le met ailleurs et on le remplace par un autre peuple. Et ça, c'est possible, ça s'est fait plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle il y a bien des déportations modernes où on se dit, bon, on ne va pas obliger les gens de quitter, mais nous allons on va pas les obliger, on va les inciter. Ça veut dire que l'État décide de construire, de fournir autant de concentration dans un coin non habité, pour décourager les gens de vivre dans certains coins pour aller dans d'autres coins. Et ça, c'est aussi une sorte de déportation, mais qui ne dit pas le nom. C'est une déportation, on va dire, un peu moderne. On construit des villes et les hommes et les femmes viennent vivre dans ces villes-là. Ils quittent donc leurs endroits pour venir vivre dans des villes. Et ça, c'est une politique qu'un État met en place pour corriger beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous, chez nous, depuis 60 ans, nous n'avons pas eu l'idée de corriger ces choses. Nous avons un atout, mais qui peut ressembler à un désavantage. Le fait d'avoir plusieurs pays voisins. Et nous, ce n'est pas comme les autres. D'autres ont eu des pays voisins, mais autant riches qu'eux. Mais nous avons des pays voisins pauvres. Des pays voisins qui sont techniquement pauvres et qui sont réellement pauvres, potentiellement pauvres. Alors ces gens n'ont absolument rien. Ils doivent avoir leur vie chez vous. Et donc ils vont mener des politiques pour vous mettre dans le chaos. Et n'attendez pas que ces gens-là disent oui, on est vraiment d'accord qu'ils soient pauvres. Ils ne le diront jamais. Ils feront même semblant de venir vous aider de temps en temps. Ils feront semblant de venir vous aider de temps en temps. Mais quand ils viendront vous aider de temps en temps, ça ne sera pas pour vous aider à vous relever. Ça sera pour regarder comment ils vont frapper terriblement pour que vous n'ayez même plus le souffle là. Puisque ici, l'hypothèse, c'est quoi? Il faut vendre l'image que le Congo est un pays ingouvernable. Et que le Congo, son ingouvernabilité vient de sa grandeur. Son ingouvernabilité vient de ses richesses que le Congo n'arrive pas à exploiter et à contrôler. Tenez, ça existait déjà cette hypothèse. Le porteur de ce message était M. Sarkozy. Souvenez-vous, pour M. Sarkozy, le Congo est trop grand pour rien. Et ce n'est pas, il ne le dit pas seul, il le dit avec plusieurs autres chefs d'État européens. Pour eux, le Congo est beaucoup plus grand pour rien. Il faut donc le scinder. Alors comment le scinder? Il faut mettre en place on va dire un terrain, un endroit qui sera favorable au départ. Et ils ont essayé avec le Katanga, Mobutu avait refusé, ça n'a pas marché. Maintenant qu'ils essaient avec le Kivu, ça ne marche pas parce qu'ils trouvent une population consciente, une population qui refuse d'aller sous le leadership, que ce soit du Rwanda, que ce soit de Burundi, que ce soit de l'Ouganda. Donc ici, maintenant, ils sont dans la logique d'une certaine autodétermination. Que cette partie du pays dise, nous ne sommes pas en train d'aller au Rwanda, ni en train d'aller au Burundi, ni en Ouganda. Nous voulons nous autodéterminer, être un État. Mais cet État-là va être dirigé par qui? Cet État va être dirigé par des gens qui viennent de l'autre côté. Voyez-vous? Et ils vont leur dire, on va construire des usines, on va faire ceci, on va faire cela. Bref, ça c'est une hypothèse. On peut réfléchir comme ça, mais mes frères, on réfléchira comme ça 50 ans, 60 ans, rien ne marchera. Mais maintenant, la réponse à toutes nos questions, c'est laquelle? Nous, le problème avec nous, nous avons des autorités qui marchent par la tête. C'est ça notre plus grand problème. Et depuis 1960, nous n'avons eu aucune politique qui comprend la question véritablement. Mobutu comprenait la question. Pendant 32 ans, les gens ont vécu pratiquement en paix.
Il n'y avait pas d'idée d'une quelconque agression. Oui, mais Mobutu n'avait pas résolu le problème. Mobutu avait tout simplement maintenu ou géré le problème, mais il ne l'avait pas résolu. Puisqu'il y a certaines politiques mises en place par Mobutu qui portent aujourd'hui préjudice, qui ont des retombées négatives aujourd'hui. Mais au moins, à l'époque de Mobutu, il avait essayé de gérer la situation et on n'avait pas tous ces problèmes-là. Mais maintenant, quand on fait la politique, on ne le fait pas que pour du cosmétique. Quand on fait la politique, on ne le fait pas que pour du on va dire, on ne le fait pas que pour le saupoudrage. On ne le fait pas que pour l'envie de le faire. On le fait vraiment pour régler le problème au fond. Et notre problème au fond, c'était qu'est-ce qu'on a comme politique de défense. Tout dépend de comment vous disposez les choses. Maintenant, posons-nous la question, nous, au Congo. Comment nous voulons résoudre la question du Rwanda et la question de nos voisins avec le système politique que nous avons aujourd'hui, avec le système de pensée que nous avons aujourd'hui, avec le système militaire que nous avons aujourd'hui? Il y a des moments où vous dites, on veut aller ici, on veut aller là-bas, on veut aller ici, on veut aller là-bas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez faire quoi pour votre pays? Qu'est-ce que vous voulez? Donc aujourd'hui, il y a des intellectuels congolais qui, pour eux, la définition du pays dépend de ce que le président dit. Et donc, ils n'ont même pas la peine, ils ne se donnent même pas la peine de regarder le vouloir dire. Non, eux, ils sont dans les dires. C'est quand même bizarre hein, de voir des gens comme ça. C'est-à-dire, on te pose 5 questions, tu ne réponds à aucune question. Ça, c'est les types de politiciens qu'on a dans notre pays. Ils sont pareils. Que ce soit dans ceux qui gouvernent, que ce soit dans ceux qui sont dans l'opposition, c'est pratiquement le même type de personnes. Quand on dit, nous voulons une armée forte, mais c'est quoi une armée forte? Les gens ne peuvent même pas aller plus loin. C'est quoi une armée forte? Aujourd'hui, quand vous posez la question aux Congolais, c'est quoi une armée forte? Ils vous disent, une armée forte, ils vous répètent, hein, une armée forte, c'est le trinôme, c'est avoir les équipements, c'est avoir le bon traitement, le casernement, tout ça. Mais ce n'est pas que ça une armée forte, mes frères. Et moi, je m'amuse très souvent le matin à regarder sur Internet, à regarder dans les sites intéressants pour essayer de voir avec quoi on fabrique les armes. Posez-vous la question, avec quoi on fabrique les armes? Vous allez vous rendre compte que les matières premières avec lesquelles on fabrique les armes, nous les avons à 60% ou à 70% au Congo, sous nos sols. Sous notre sol. Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que vous vous interdisez vous-même d'être vous. Vous vous interdisez vous-même de vous assumer. Vous vous refusez. On ne vous refuse pas, mais vous vous refusez d'être vous. Qu'est-ce qui empêche au Congo de produire les armes? C'est qui a arrêté la guerre au Japon. La guerre au Japon, c'est quoi? C'est notre uranium. Donc nous l'avons ici. Nous avons une force nucléaire que nous n'arrivons pas à enrichir. Puisqu'on va vous dire, on a beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'argent. Quel argent ça demande en dehors de ce que vous détournez matin, midi, soir? Non, le problème au Congo, c'est 2 choses. C'est l'ordre et la discipline. Le jour où on aura l'ordre et la discipline, l'on va considérer les choses comme il faut. Puisque nous sommes un pays inversé. Les priorités sont banalisées et les banalités sont priorisées. Le jour où on va comprendre qu'une priorité, ça reste une priorité, et une banalité, ça reste une banalité, les choses vont changer. Ça fait 60 ans, on va dire que ça va faire 60 ans, que vous n'arrivez pas à définir une politique de défense sérieuse. Ça va faire près de 30 ans que nous n'arrivons pas à éradiquer la criminalité chez nos voisins. Ça va faire 25 ans que nous n'arrivons pas à imprimer la culture de la peur dans l'autre. Ça s'est inversé maladroitement. C'est nous qui commençons à avoir peur de ceux-là que nous avons fastochement tabassés, fastochement écrasés et même placés sous la domination. Les grandes décisions de la paix de Kigali se tenaient à Kinshasa, à Léopoldville. Messieurs et dames, rappelons ça aux Congolais. Mais les choses sont véritablement changées. Les décisions du Congo se prennent maintenant à Kigali. Et au lieu de comprendre que nous ne pouvons pas réussir en sortant de nos problèmes, en négociant, en allant négocier, ça ne marchera pas. Ici, pour réussir ça, il faut construire une réplique. La réplique historique, la réplique philosophique, la réplique économique, la réplique juridique, mais aussi la réplique de la défense. Or, la réplique de la défense ici, ce n'est pas seulement en allant acheter, on est dans le pacte des Varsovie, on va acheter les armes russes, on va acheter les armes américaines, c'est bien. Mais les armes américaines, les armes russes sont fabriquées par une partie de vos minéraux, une partie de ce que vous avez chez vous. Donc, nous pouvons construire les armes chez nous. On peut donc aujourd'hui décider d'avoir des écoles d'ingénierie
d'avoir des écoles d'ingénierie pour mettre nos enfants à l'école de l'ingénierie, pour imaginer, inventer des armes que nous allons mettre à notre portée. Qui va vous interdire de le faire? Ils vont vous interdire de le faire puisqu'ils savent qu'ils vous ont placé au pouvoir. Puisque votre politique depuis 60 ans a toujours été une politique extravertie, a toujours été une politique de l'extérieur. Et vous voyez que la légitimité de pouvoir en Afrique, la légitimité de ce pouvoir est définie en fonction des grandes maisons de l'extérieur. Ils doivent être bien avec l'Angleterre, ils doivent être en paix avec la Belgique, ils doivent être en paix avec la France, ils doivent être en paix avec les autres. Mais nous-mêmes ici, nous n'arrivons même pas à comprendre ça. Rien ne peut protéger les peuples, les gouvernants africains comme le peuple. Et ça, je ne vous parle pas de votre électocratie que vous appelez élection. Je ne vous parle pas de ces bidons, de ces boutiques, de ces histoires inutiles que vous faites toutes les 5 années. Je ne vous parle pas de cette méga aventure électorale en Afrique. Je vous parle des modèles qui peuvent corroborer ou alors qui peuvent correspondre à vos idéaux. Mais on n'apprend pas à un fou de manger à table. On l'apprend d'abord à comprendre qu'il est fou, après il va aller à la table après. Mais nous avons amené notre folie à la table. Et c'est ça qui est dérangeant. Non, j'estime que c'est à nous de voir ce que nous voulons véritablement. Nous avons tous les atouts possibles. Et j'ai fait un peu de les aligner. Les atouts que nous avons pour réussir ce que nous voulons réussir, c'est que d'abord nous avons des très grandes superficies. Les gens ne comprennent pas, mais c'est des grands atouts. Notre superficie est une force. Les 2 millions et quelques kilomètres carrés que nous avons, c'est une force importante. Maintenant, c'est à nous de le combiner. C'est à nous de le canaliser, de savoir comment on va faire avec. Deuxième chose, nous avons une population majoritairement jeune, entre 15 et 25 ans. Mais c'est cet âge-là. C'est dans cet âge-là qu'on fait l'armée. Donc, nous pouvons aujourd'hui décider un autre modèle militaire que nous voulons avoir, nous. Un autre modèle militaire. Le casernement, qu'est-ce que ça coûte? On a des ingénieurs au Congo. On a des ingénieurs qui ont fait l'IBTP et tout le reste. Ces gens-là, on peut les avoir. Il y a des ingénieurs qui ont fait l'ISAM ou l'ISAOU, tout ça, des choses comme ça. Des ingénieurs qui ont fait l'architecture. Mais vous avez tous ces jeunes gens-là. Vous le mettez dans une sorte de moule. Et vous dites que vous allez inventer, imaginer des casernes sophistiquées. De bunkers, mais alors terribles. De grands réseaux, de traversées, de tranchées. Vous allez le faire. Et nous avons des écoles qui produisent des ingénieurs civils ou des ingénieurs militaires. Et ces gens-là vont imaginer des casernes à notre volonté. Vous finissez ces choses-là, comme vous avez déjà une école où vous avez de fonds. Est-ce que ça va nous coûter d'avoir des fonderies? Parce que pour faire des armes, il faut avoir des grandes fonderies. Est-ce que ça va nous empêcher à nous d'avoir des grandes fonderies? Notre armée doit avoir un département de production d'armes, pas d'achat d'armes. Non, pas d'achat. Puisque, messieurs et dames, est-ce que vous avez déjà entendu qu'on dit à l'Amérique qu'il aura un embargo militaire? On ne peut pas dire à l'Amérique qu'il aura un embargo, parce que l'Amérique n'achète pas des armes. L'Amérique invente ses armes. Et je veux vous scandaliser. La Chine n'achète pas des armes. La Chine invente ses propres armes. Le Japon invente ses propres armes. On fait semblant de vous dire qu'on achète, mais en tout cas, ils le produisent eux-mêmes, ils le font. Souvenez-vous qu'en Angleterre, on a arrêté quelqu'un qui a essayé de fabriquer sa propre arme, avec le 3D et tout ça. En Angleterre. Le type a été condamné. Alors, si les particuliers peuvent déjà eux-mêmes fabriquer leurs propres armes, à combien de forte raison un État? C'est là, ça ne se passe pas ailleurs, c'est ici.